Bonsoir à tous, bienvenue pour cette émission spéciale ici au Studio Gabriel à l'occasion du 10e anniversaire du Grand Paris. Nous accueillons 4 invités pour justement réagir à toutes les annonces qui ont pu être faites aujourd'hui. Tout d'abord avec monsieur le maire de Montmorency, Maxime Toury, bonsoir. Bonsoir. Voilà, un des maires benjamins du Val d'Oise. Ça sera l'occasion justement de se projeter avec tous ces nouveaux maires qui ont été élus en juin dernier sur vos aspirations, vos projets, mais aussi vos difficultés. Marianne Ouradour, directrice régionale de la Banque des Territoires. Beaucoup d'annonces ont été faites durant cette journée. Beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Nous essayerons de mieux comprendre aujourd'hui quelles sont les priorités pour la Banque des Territoires après les interventions de Bruno Le Maire et de Olivier Sichel aujourd'hui dans ce sommet du Grand Paris. Alexandra François-Cuxac, de grandes annonces ont été faites sur la question du logement aujourd'hui. Le président Sarkozy a dit que la prochaine décennie serait ce Grand Paris du logement. Nous en parlerons tout à l'heure avec vous. Et enfin, le professeur Carlos Moreno qui est avec nous, directeur scientifique de la chaire ETI de la Sorbonne. Nous réagirons ici, on vous fera réagir à toutes les annonces. On a parlé d'un Grand Paris qui irait jusqu'au Havre avec ce débat entre Anne Hidalgo et Édouard Philippe. Et puis la fusion de 3 régions, vous voyez, on a été très disruptif durant toute cette journée. On vous fera réagir. Tout d'abord, monsieur le maire, bonsoir. Vous êtes le maire benjamin du département du Val d'Oise. Vous avez été élu en juin dernier. On a évoqué à l'occasion de ces 24 heures du Grand Paris que les maires avaient cette difficulté de tous les défis pour cette nouvelle mandature. Défis, bien sûr, enjeux sanitaires actuellement, défis économiques difficiles, un défi social à venir. J'allais dire, comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez soutenu, tout d'abord, par vos concitoyens et soutenu par l'État dans la tâche difficile qui vous incombe pour les 6 années à venir? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne manque pas de défis. On doit évidemment concilier les exigences du présent, les exigences de l'urgence avec la gestion de la crise sanitaire, la gestion de la crise économique, et en même temps les exigences du futur en déployant les projets sur lesquels on a été élu. Aujourd'hui, les concitoyens nous soutiennent. Ils comprennent que cette prise de mandat s'effectue dans des conditions qui sont relativement particulières. Quant à l'État, ce qu'on attend de lui, c'est de la clarté. Moi, je ne suis pas un grand partisan de la critique de l'État. Je pense qu'on doit aussi imaginer des solutions au niveau local. Alors, ce qu'on a envie de savoir, c'est justement, lorsqu'on est sur la commune de Montmorency, vos habitants, ils vous disent quoi? C'est quoi leur priorité? Je l'ai dit, hein, priorité sanitaire, écologique et priorité sociale, économique, ils vous disent quoi aujourd'hui? La priorité absolue, c'est la gestion de la crise. Ensuite vient une priorité qui a émergé pendant la campagne, qui est celle de la préservation du cadre de vie. Moi, j'ai été élu sur une promesse simple, le refus de la densification à Montmorency. Nous sommes une ville de 22 000 habitants, nos transports publics sont saturés, nos écoles sont saturées, nos services publics sont saturés. Et aujourd'hui, la densification est vécue comme une blessure au cadre de vie des Montmorenciens. Donc vous n'avez plus personne à Montmorency? Je n'aurais pas cette audace. Simplement, on sait qu'il y a toujours un besoin de maîtriser cette densification qui a été vécue comme une densification subie sur les dernières années. Alors, je sais parce que vous êtes très bon là-dessus, quand on vous demande de faire le pitch en 1 minute de Montmorency, c'est à 13-15 km au nord de Paris, pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y venir. On est vraiment très proche de Paris. Il y a bien sûr la forêt qui est très connue, mais voilà, 1 minute pour présenter votre commune. Montmorency, c'est une ville d'exception. On a été élu sur cette promesse, c'est-à-dire un patrimoine, une architecture, une histoire qui font qu'on n'est jamais insensible à Montmorency. Montmorency, c'est la ville de Rousseau, il y a écrit le contrat social. C'est la ville, vous l'avez dit, de la forêt de Montmorency. C'est une ville, c'est un écrin de verdure à 15 km de Paris. Et c'est ce qui fait toute sa spécificité. Le cadre de vie, c'est notre élément principal d'attractivité. On n'est pas très bien desservi par les transports, on n'est pas une ville centrale dans le Grand Paris. Donc ce cadre de vie, les gens y sont attachés et moi aussi. Je comprends pourquoi vous souhaitez le préserver. Alors nous allons accueillir justement Marianne Ouradour, qui est la directrice régionale Île-de-France de la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, c'est justement la banque aux côtés des collectivités locales, aux côtés justement d'une commune comme Montmorency. Ce matin a été annoncé justement, Bruno Le Maire est revenu sur le contenu de ce plan de relance. Il y a un plan de relance, bien sûr, à l'échelle de la métropole du Grand Paris, aussi de la région Île-de-France. Quand vous écoutez ce jeune nouveau maire, 29 ans à peine,
Quel est le rôle que vous souhaitez donner, Mariano Radour, à tous ces nouveaux maires qui sont face à des besoins très importants et avec des crises, des urgences et des priorités? Oui, vous avez raison de le dire, Jean-Christophe Tortora. Le directeur général de la Caisse des dépôts a décidé d'accompagner massivement le plan de relance du gouvernement et la Caisse des dépôts mettra 26 milliards pour accompagner sur l'ensemble du territoire ce plan de relance. Un plan de relance, tout le monde le dit, qui va passer par les territoires. Et c'est pour cela que, évidemment, la Banque des territoires se sent particulièrement concernée, particulièrement percutée par toute cette dynamique, par cette urgence, par ce besoin d'accélération dont on a aussi beaucoup parlé ce matin. Alors, sur ce plan de relance, la Banque des territoires de l'Île-de-France, que je représente ici, aura évidemment à cœur de connecter cet argent qui va être mis, mais aussi nos expertises, de connecter aux problématiques spécifiques du Grand Paris. Et donc, on va retrouver dans notre plan de relance sur le Grand Paris la problématique de la transition écologique et énergétique qui sera effectivement très prégnante. L'Île-de-France, c'est un énorme bilan énergétique avec 90% de l'énergie qui est importée et un mix énergétique, la présidente de la région le dit souvent, qui est à moins de 10% d'énergie verte, d'énergie renouvelable. Donc il faut absolument changer ce paradigme et on a vu pendant le confinement comment cette problématique de la pollution, de l'air, de la planète avait été mise au devant de la scène. Donc la Banque des territoires, avec cette Banque des climats, dans laquelle BPI met aussi 20 milliards, et donc 40 milliards sur la Banque du climat, la Banque des territoires va investir dans la production d'énergie renouvelable. Et en Île-de-France, on a la chance d'avoir un bon sous-sol. Donc on va travailler sur la géothermie. On a commencé à faire des projets à Saint-Germain, un projet de géothermie. On a financé la géothermie de Grigny. Il y a un certain nombre de projets qui vont se faire et qu'on pourra accompagner à la Banque des territoires. Il y a aussi, bien sûr, le sujet de la méthanisation, du recyclage des déchets, qui peut être un axe important sur le renouvellement, sur la transition énergétique. Mais la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, on va aussi travailler sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. C'est un axe très important. Olivier Sichel en a parlé ce matin, à la fois avec les bailleurs sociaux, et on va accompagner les bailleurs sociaux dans la transformation du parc. 270 quartiers en politique de la ville en Île-de-France. Donc le sujet des passoires thermiques de certains logements est un sujet qu'il faut vraiment prendre à cœur, et la Banque des territoires aura des financements, aura de l'accompagnement vis-à-vis des bailleurs sociaux. Mariano Radour, ce matin, Bruno Le Maire il disait qu'il faut aller vite dans cette relance économique, c'est-à-dire il faut éviter de s'endormir dans ce contexte certes difficile sur le plan sanitaire, mais il y a besoin de relancer la machine parce que nous pouvons le payer très cher par la suite en matière de destruction d'emplois. Quand ce nouveau maire qui arrive, Maxime Tory, il fait partie d'une génération de nouveaux maires qui arrivent dans leur commune, vont se familiariser aussi avec leur administration, vont prendre en main leur dossier. Tout ça prend du temps. Comment concilier à la fois la nécessité d'aller vite, parce qu'il faut pouvoir maintenir tout le tissu des PME, des TPE, je pense notamment dans des métiers comme le bâtiment, les travaux publics, les infrastructures, et à la fois, voilà, comment la Banque des territoires peut aider justement ces élus à la fois à agir vite, parce que la machine économique, il faut la relancer maintenant, dans 6 mois, ça sera trop tard. Et à la fois, il y a aussi le temps de l'action et de la réflexion politique. Oui, il y a effectivement un facteur urgence dans la relance qui est très important. Ce facteur urgence, première chose qu'on a faite sur le Grand Paris, d'autres régions, la plupart des régions d'ailleurs ont fait, cela c'est des fonds d'urgence. On l'a appelé le fonds résilience en Île-de-France, et toutes les collectivités locales ont mis dans ce fonds qui aujourd'hui dispose de 100 millions pour aider les petits commerces, les petits artisans qui n'ont pas accès aux aides de l'État, aux prêts aidés de l'État. Et donc, ils peuvent venir en urgence. Ce fonds, il existe, il est disponible, il y a 100 millions il doit les aider à passer ce cap, à passer cette crise. Ensuite, avec les nouveaux élus, Monsieur le maire, nous sommes à votre disposition pour travailler les projets,
pour apporter des modèles juridico-financiers novateurs pour vous aider aussi dans les études urbaines, dans votre stratégie que vous aurez à monter. Donc évidemment, la Banque des Territoires sera là avec cet écosystème qu'on a pu constituer sur le Grand Paris, avec à la fois les partenaires privés, les partenaires publics. Et c'est tout ce dispositif un peu d'écosystème qu'on se propose de mettre à la disposition des maires, des nouveaux maires, des anciens maires aussi. Merci Marianne Ogradour. Nous allons poursuivre le débat en parlant bien sûr toujours de la question du logement qui a été centrale durant toute cette journée. Nous accueillons pour ça Alexandra François-Cuxac, président de la FPI. On voit quand on écoute Monsieur le maire qu'il y a à la fois un écart entre Nicolas Sarkozy qui dit il faut faire le grand pari du logement et c'est l'enjeu de la prochaine décennie. Et puis après, il y a, je veux dire, la vraie vie, celle des maires qui sont confrontés aussi, j'allais dire, aux attentes de leurs concitoyens. Et Maxime Taury qui dit, voilà, la question de la densité, je me suis fait élire justement pour ne pas aller dans une densité plus forte à l'échelle de sa commune, parce que sa priorité, c'est de donner de la qualité de vie à ses habitants, et ce n'est pas nécessairement de pouvoir produire du logement. Est-ce que ça sera cette équation toujours difficile pour la profession que vous représentez? Ce que j'ai envie de vous dire, pour rebondir sur la phrase de Nicolas Sarkozy, qui était quand même une phrase choc, hein, d'entamer la deuxième phase du Grand Paris sur le thème du logement. Pourquoi? Parce que les 10 premières années du projet du Grand Paris, on s'est intéressé au territoire. On s'est intéressé, c'était un projet de territoire, un projet de périmètre, un projet d'infrastructure, un projet de desserte, de désenclavement, d'irrigation de l'ensemble des parties du territoire. Et c'était nécessaire de commencer par là, parce qu'on sait bien que sans services et sans infrastructure et sans mobilité, c'est difficile d'attirer les habitants et de leur porter un projet désirable. Mais donc la deuxième phase du Grand Paris, pour peut-être les 10 années qui s'annoncent, devrait être celle du logement. Pourquoi? Parce qu'on reste évidemment, nous les humains, les franciliens, au cœur du dispositif, et on ne veut pas d'une personnalité morale qui nous anime, on veut quelque chose où on est au cœur du projet. Et donc le cœur du projet, c'est le logement dans lequel je vais habiter tous les matins et le bureau dans lequel je vais aller travailler tous les jours, même si on sait bien qu'il va y avoir un peu de télétravail, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut désormais maintenant, d'urgence, s'intéresser au logement. S'intéresser au logement pour éviter ce genre de réactions qui sont assez compréhensibles. Quand on a vécu 10 ans de travaux, d'accueil de nouvelles populations, quand on a vécu 20 ans de mixité, la loi SRU, je rappelle que c'était 2000. Donc, je comprends bien les habitants qui disent « stop, là, occupez-vous de nous maintenant ». Sauf que « occupez-vous de nous », c'est pas forcément dire « maintenant que je suis dans la ville parfaite », j'ai plus envie que les autres arrivent. Je pense que ça, c'est une logique qui n'est pas une logique que l'on peut adopter, parce que d'abord, on est de plus en plus de gens sur Terre. Il faudrait peut-être arrêter de faire des bébés, si on dit ça. Puis monsieur est jeune, je pense que ça ne va pas lui plaire. Donc, il faut aussi nous permettre de nous séparer, de nous recomposer, etc. Donc, il y a tout le sujet. Il faut garder nos aînés de plus en plus longtemps. Donc, on a besoin de logement. Et à partir du moment où on accepte l'idée commune qu'on a besoin de loger nos concitoyens, il faut à ce moment-là réfléchir à la meilleure manière de le faire. Et la meilleure manière de produire de la ville durable, c'est de réfléchir, non pas d'étaler de manière insensée et permanente l'urbanité. On l'a bien compris, d'ailleurs dans le projet du gouvernement, il était dit dès le départ par Emmanuel Macron qu'il fallait finalement densifier, mais densifier, c'est pas un gros mot. Alors, et d'ailleurs, Sarkozy l'a dit tout à l'heure, il a dit il ne faut pas avoir peur du mot densifier. Simplement, il faut que la densification, elle soit, comment dire, au service d'une meilleure qualité de vie et d'une renaturation de la ville. Vous avez certainement la chance d'avoir sur votre commune déjà beaucoup d'espaces plantés, végétalisés, etc. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et on peut bien vite comprendre que quand on élève un immeuble de 2 ou 3 ou 4 étages de plus, on libère, et ça doit être un compromis, ça doit être une contrepartie nécessaire qu'il faut imposer dans les PLU, libérer de l'espace au sol, libérer de la pleine terre, parce qu'on sait bien que si on n'a pas de pleine terre, on ne peut pas planter un arbre, hein, ça, vous avez 20 cm de terre, vous ne plantez rien. Donc il faut réfléchir à la manière dont on peut dégager de la pleine terre dans les projets immobiliers de logement pour qu'on puisse en même temps renaturer la ville, apporter cette végétalisation nécessaire qui va permettre de mieux vivre ensemble. Il n'y a pas que la végétalisation, bien sûr, pour être heureux. Il y a d'autres sujets, le numérique. Mais enfin, ce qui m'intéresse, moi, au cœur du projet, si effectivement on travaille tous ensemble autour du logement,
c'est de démystifier un thème qui est très compliqué. Le logement est un produit complexe, un bien universel, tout le monde se l'approprie parce que tout le monde en a un, mais c'est quelque chose de complexe dans ses mécanismes de financement. Madame dit, il faut certainement avoir connaissance des modèles aujourd'hui, c'est compliqué. Donc il faut aussi que nos élus puissent s'approprier ces choses-là, il faut le faire rapidement. Donc, effectivement, il va falloir trouver une manière de réfléchir ensemble rapidement, en mettant les habitants avec nous pour le faire comprendre. Il a dit, président Sarkozy, j'ai répondu pour Sarkozy, c'est pas le sujet, mais vous m'avez interrogé sur lui. Le président Sarkozy a dit, je suis pas là pour séduire, je suis là pour convaincre. Et moi, j'ai envie de vous dire la même chose. Je suis pas là pour séduire. On n'est pas dans une logique productiviste de construire à tout crin partout. Le sujet, c'est d'essayer de produire des logements qui sont conformes aux aspirations des concitoyens, qui permettent de faire la ville durablement avec des matériaux qui soient certainement biosourcés, en tout cas plus qu'avant, qui intègrent du numérique, qui produisent une espèce de ville que les experts appellent la ville relationnelle, la ville du quart d'heure. Et je sais que le professeur Moreno en parlera bien mieux que moi. Bref, de comprendre qu'en produisant du logement neuf, on n'isole pas les gens, on les rassemble et on réfléchit à la meilleure manière de leur permettre de vivre ensemble. Et ça me paraît être un objectif vraiment vertueux et louable. Alors justement, on va laisser la parole à Carlos Moreno. Vous êtes là pour nous convaincre, pas pour nous séduire, Carlos Moreno. Vous faites beaucoup de recherches au sein de l'ETI La Sorbonne, de la recherche justement sur l'évolution, la transformation des villes. Et vous le faites pour les villes, hein. Notamment vous travaillez avec la ville de Paris, mais aussi avec la ville de Nantes, avec Johanna Roland. Carlos Moreno, quand vous entendez en effet ce sujet, qui est un vrai sujet, de dire il y a besoin de logements, mais il y a besoin aussi des habitants. Les concitoyens de Monsieur le maire, ils l'ont élu parce qu'ils veulent une qualité de vie. Ils ne veulent pas nécessairement avoir des immeubles supplémentaires autour de leur pavillon ou de leurs immeubles. Comment arriver à concilier à la fois cette démographie très dynamique en Ile-de-France avec un besoin de logement très fort? Car on sait bien que si on ne construit pas, on aura une problématique, bien sûr, d'inflation du prix de logement. Est-ce que la mixité de l'usage, est-ce que les ressources cachées sur lesquelles, je sais, vous travaillez, est une des solutions? Oui, tout à fait. Tout au moins, c'est une des pistes. Donc, nous explorons le possible et on essaye d'imaginer d'autres possibles avec des outils que met à disposition des acteurs de la ville, comme on l'a ici, puisqu'on a une belle brochette d'acteurs de la ville qui fabriquent la ville. Et je pense que ce qu'on voit sur ce plateau exprime bien le paradoxe de la ville. Donc 13 km par rapport à Paris, 22 000 habitants, et on veut pas trop que ça bouge parce qu'on a un tel niveau de qualité de vie. Et de l'autre côté, donc Alexandra a très très bien conceptualisé ce besoin de la densification qui n'est pas un gros mot et qui demande d'être rattaché à la qualité de vie. Il y a entre les deux des outils qu'il faut donc aujourd'hui agiter pour imaginer d'autres possibles. Et nous pensons, donc, dans les travaux que nous faisons avec l'HRTI, que la grande difficulté des métropoles, pas uniquement sur Paris, mais on le voit également dans d'autres métropoles en Europe et dans le monde, est la difficulté à concilier densité, qualité de service et qualité de vie. Et donc, c'est cette équation auquel nous nous attachons à la résoudre en disant la densité, elle est indispensable. Donc, on ne peut pas rester dans son précaré des X millions d'habitants et que ça ne bouge plus avec 3 ou 4 étages. On a besoin d'une densité organique, comme c'était expliqué tout à l'heure. On a besoin de l'intensité sociale. Quand on n'a pas d'intensité dans la vie s'étiole. Et on a besoin également d'une qualité de vie qui ne peut se faire que si j'ai beaucoup de services de proximité. Quand on a 22 000 habitants, mais que pour avoir des services essentiels, il faut que je prenne mon transport d'1 heure, eh bien, la qualité de vie, on est en train de la perdre. Donc, on a besoin d'avoir ce que nous appelons donc, une métropole polycentrique avec du multiservice qui rayonne un peu partout et qui permet de construire cette possibilité de tous et chacun de vivre donc, dans de meilleures conditions que chacun retranché et dans son lieu. Et donc, ce que nous appelons à la Sorbonne la ville du quart d'heure, c'est une expression pour dire la proximité aujourd'hui, servicielle, c'est l'élément majeur. Et je le disais par rapport au propos du président Sarkozy, pour moi, ce n'est pas tellement le fait que ce soit la décennie du logement,
c'est la décennie de la qualité de vie servicielle. Il ne suffit pas de construire si on n'a pas les services qui vont autour. On a trop construit pendant de longues années et toutes les barres qu'on a pu construire en Ile-de-France peuvent le montrer, sans qu'il y ait de la mixité servicielle, sans qu'il y ait de la mixité sociale, sans qu'il y ait de la mixité socio-professionnelle. Et donc aujourd'hui, on a besoin de rompre avec ces paradigmes-là. Et quand nous, on dit la ville des quarts d'heure, ce n'est pas mon quart d'heure à moi, c'est qu'on veut que tous les quarts d'heure, il y ait des multiservices pour que tous et chacun, on puisse avoir une ville plus diversifiée, plus de brassage, plus d'espaces publics partagés, plus finalement des qualités de ville intégrales. Alors, Carlos Moreno, il ne nous reste pas un quart d'heure, mais 5 minutes, justement, pour pouvoir conclure. 1 minute chacun, justement, sur votre vision, justement, ce que vous avez envie de réussir à horizon 6 ans. Mais plus globalement, c'est quoi votre vision sur les 10 ans, les 10 prochaines années du Grand Paris? Ce qu'on doit tous réussir collectivement. Je pense que pour que le Grand Paris soit une réussite, il faut qu'il préserve la diversité des territoires. On l'a vu, le Val d'Oise en plus n'est pas dans le Grand Paris. Je crois que la vocation du Val d'Oise est d'être un poumon vert à proximité de Paris, un écrin de verdure, un lieu de vie également, car ça l'a toujours été. Mais à mon sens, cette diversité des territoires, elle fait notre richesse. Vouloir uniformiser l'ensemble du Grand Paris avec une densification qui serait irréversible, c'est à mon sens prendre le risque de rendre malheureux toute une partie des habitants. Merci, monsieur le maire. On vous souhaite beaucoup de succès pour ces 6 prochaines années. Marianne Louradour, votre vision, votre rêve pour le Grand Paris pour les 10 prochaines années? Le Grand Paris a en ce moment un grand rendez-vous. Il a un rendez-vous avec le plus grand projet d'infrastructure d'Europe, le Grand Paris Express. On en a parlé ce matin avec Thierry Dallard. Et il a rendez-vous avec le plus grand événement du monde, les Jeux Olympiques en 2024. Et je crois que ça, ces 2 immenses rendez-vous, qui sont aussi 2 immenses défis pour le Grand Paris, donnent une énergie, donnent une force, donnent en fait un enthousiasme au territoire qui nous donne envie de nous lever le matin. Merci Marianne Louradour. Alexandra François-Cuxac, ce Grand Paris, alors Grand Paris du logement dans les 10 prochaines années, pas que. Grand Paris du logement, ça ferait quand même plaisir, hein, je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est essentiel. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on réussisse ensemble dans ces 10 ans à venir, c'est donner une place de choix aux habitants et aux occupants des logements, aux futurs usagers ou ceux qui y sont déjà. Ceux qui y sont déjà, c'est la rénovation, c'est en marche. Pour les nouveaux, je pense que ce qu'il faut réussir à faire, c'est produire pour eux des logements qui soient durables, qui soient performants, et dans lesquels ils ont envie de rester pour des générations, de rester longtemps, de pouvoir moduler le logement, de pouvoir. Donc, mais ce logement-là, il est cher à produire. Le terrain est cher, la fabrication, les prix des matériaux, tout est cher. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument flécher de l'argent, qu'il soit public ou privé, vers nos acquéreurs pour les aider, les accompagner à acheter. Ce que j'entends aujourd'hui et ce qui me fait craindre beaucoup ce qui me fait être pessimiste, et c'est quand je vois que les banques commencent à s'interroger, à aider, à accompagner tel ou tel acquéreur, parce que les taux d'effort sont importants parfois pour les investisseurs qui vont louer leur logement. J'entends une logique parfois de décroissance ici ou là, parce que j'ai fait trop de logements ou parce que j'ai pas les services, etc. Si les élus locaux ont besoin qu'on les accompagne pour financer des services, pour produire du logement, c'est quelque chose qu'on doit savoir faire collectivement. Et si nos acquéreurs ont besoin qu'on les accompagne financièrement pour acheter, il faut le faire. Parce que je pense que l'objectif majeur, principal, est de bien loger nos concitoyens et de réussir à flécher cet argent. Il y en a partout de l'argent aujourd'hui, il y en a partout. C'est une question de flux, de volonté et de porter cette conviction-là au plus haut niveau de l'État pour qu'on sente que c'est un sujet majeur et que le Grand Paris peut le porter, parce que le Grand Paris fait quand même office, moi qui travaille beaucoup dans les territoires et notamment dans le Grand Sud-Ouest, le Grand Paris fait office d'exemple. Il doit porter, il doit représenter cette locomotive vers les autres grandes métropoles. Donc il faut qu'il soit exemplaire. Pour être exemplaire, il faut s'intéresser au logement de nos concitoyens et le logement abordable. Merci Alexandra François-Cuxac. La conclusion, professeur Carlos Moreno. Votre vision, votre rêve du Grand Paris. Je voudrais dire que ces échanges ne doivent pas nous faire oublier qu'à 10 ans, à 2030, on a un engagement majeur. Il y a 5 ans, la COP21 a mis en exergue au niveau planétaire
les rendez-vous climatiques. Donc, nous avons une grande menace pour toute l'humanité, qui est le changement climatique. On a 10 ans pour réduire des 45% au minimum nos émissions de CO2. C'est la survie de la civilisation à la fin de ce siècle qui se joue si on n'est pas au rendez-vous, parce qu'on sera entre 3 et 5 degrés d'augmentation de température, et nos villes, même les plus mignonnes, seront invivables, y compris en Île-de-France. Donc on a un rendez-vous qui est de construire, non pas de réinventer la ville. Moi je dis, maintenant, il faut la régénérer. Il faut régénérer la ville pour qu'elle soit au rendez-vous de la menace climatique. Pour ça, il faut qu'on ait sur la capacité à diminuer donc, les énergies pour ne pas dépenser trop de CO2, diminuer les transports massifs et diminuer les véhicules qui circulent et augmenter cette capacité polycentrique, on va dire, à circuler au mieux pour satisfaire ses besoins sans besoin de laisser une trace de CO2 qui est multipliée par 9 millions d'habitants, et ben, ne nous met pas dans les clous. Parce que si on n'est pas dans les clous en 2030, eh ben, on ne sert pas au rendez-vous du sommet du Grand Paris de 2035. Merci Carlos Moreno de conclure justement sur cette priorité écologique, bien entendu qui sera au cœur des 10 prochaines années avec tous les acteurs du Grand Paris. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat et à cette conclusion de ce sommet du Grand Paris. À très bientôt. Excellente soirée.